Je vois que les premiers rangs sont extrêmement calmes. Bon, je sens une grande paix intérieure chez les premiers rangs. Merci de... Merci d'être là. Vous n'êtes pas nombreux, mais je vais donner, je disais à l'organisateur, je ne sais pas du tout combien il y aurait de personnes, mais je me suis dit, quoi qu'il arrive, je vais donner le meilleur de moi-même. Et voilà, ça va être... merci d'être là. Alors, la question, c'est comment on travaillera demain. Et quand j'ai préparé cette courte intervention, je me suis dit, j'ai pensé à ces penseurs du 19e siècle qui envisageaient le monde du travail au 20e siècle. Et dans certains textes que j'ai lus, ils disaient on va être libéré du travail, la machine va nous libérer du travail, on va travailler de moins en moins. Et alors, ils ont eu d'un côté tout à fait raison, malheureusement trop raison, parce qu'il y a 5 millions de personnes en France dont on n'arrive pas à utiliser les compétences et auxquelles on ne donne pas de place. Mais d'un autre côté, ils se sont complètement plantés sur un autre aspect. C'est que je pense qu'ils seraient très surpris de revenir dans le monde du travail et dans le monde de l'entreprise en particulier maintenant. Qu'est-ce qu'ils verraient? Ils verraient ce qu'on connaît tous, à savoir des gens qui bossent 12-14 heures par jour, voûtés sur l'ordinateur, qui sont sans arrêt avec une dose de stress au-delà du raisonnable, à en être malade parfois d'ailleurs. Et donc je pense qu'ils se gratteraient la tête, ils se diraient mais où est-ce qu'on s'est planté? Qu'est-ce qu'on a eu de faux? Alors, moi, la façon dont je vois les choses, je me dis ils ont oublié un facteur. Je pense qu'ils ont oublié un geste, et c'est ce geste-là. Ils ont oublié à quel point, quand on est lancé dans l'entrepreneuriat, il y a de la passion, il y a de l'énergie, il y a de l'envie d'aller toujours plus loin, toujours plus vite. Et ça, je pense qu'ils ne l'avaient pas vraiment vu. Et c'est difficile. Moi, je l'ai mesuré moi-même en tant qu'entrepreneur en Asie. On avait créé notre premier siège à Hong Kong. Et voilà, je me suis laissé prendre au jeu plus vite, plus loin, plus fort, créer une filiale à Shanghai. Ce n'était pas suffisant. Il fallait ensuite créer la filiale à Tokyo. Il fallait créer la filiale à Singapour, même si on était crevé à la fin des journées. Voilà, c'est vraiment la beauté de ce geste. On se donne un objectif, on va le plus vite possible, on travaille en équipe pour l'atteindre. Et voilà, je pense que ces penseurs du 19e siècle, ils avaient vraiment négligé ce geste. Et je pense que nous, quand je dis collectivement, le monde des affaires tel qu'il fonctionne maintenant, on a aussi négligé un autre geste. On néglige maintenant de façon assez tragique, je trouve, un autre geste qui est... alors je ne vais pas pouvoir le faire avec le micro facilement, mais je vais le faire sans le micro. C'est ce geste-là. Alors c'est bien, tout le monde m'entend, même sans le micro, mais voilà, c'est ce geste qui pour moi symbolise le retour à soi, qui symbolise ces quelques minutes, 5, 10, 15 minutes qu'on peut prendre dans une journée pour respirer, ralentir, se relier à la plus belle partie de soi-même et à la petite voix de sagesse qu'on a tous en nous qui nous dit parfois est-ce que tu es sûr que tu es sur la bonne route? Et voilà, ce geste qui vient de... C'est un héritage, on a un héritage de sagesse qui nous a été transmis depuis des siècles, qui est fait de plein de pratiques, dont la méditation, mais ce n'est pas la seule. On a cet héritage formidable qui existe, mais qu'on utilise très peu, dans le monde des affaires en particulier. Et je me dis quel dommage, parce que le jour où on arrivera, et là j'en viens au cœur de comment on peut apprendre à travailler demain, comment on va travailler demain, moi je rêve du jour où dans le monde des affaires, on va arriver à un seuil critique de décideurs, de salariés, d'entrepreneurs qui vont consciemment se dire chaque matin, aujourd'hui je vais faire des choses, je vais avancer, je vais construire, mais je vais aussi prendre 5, 10 minutes, un quart d'heure pour faire ce geste. Et arriver à combiner, en fait, je crois que l'enjeu fondamental, c'est d'arriver à combiner ces deux gestes, ce geste de l'action et ce geste du retour à soi. Là, je vais refaire un autre geste qui est difficile à faire avec le micro, mais voilà pour moi ce que ça donne quand on arrive à combiner les deux gestes. Ah, je le mets même sous le bras. Voilà, c'est vraiment un geste où on revient à soi et on repart dans l'action. Voilà. On repart dans l'action, ce geste-là est toujours là, mais on a cette qualité de présence, on a cette conscience et on est le plus possible relié à l'essentiel, ce qui finalement à la fin de notre vie aura le plus compté. Et voilà, je trouve que dans l'art de combiner ces deux gestes, c'est jamais gagné, mais il y a un enjeu formidable, il y a un enjeu individuel, il y a un enjeu collectif et il y a un enjeu sociétal. L'enjeu individuel, c'est bien plus que d'être moins stressé. C'est la lucidité qu'on peut avoir par rapport à soi, c'est la sensation de grandir, c'est spirituellement ou personnellement, il y a la créativité aussi, on se sent dans ces moments de retour à soi beaucoup plus créatif. Donc ça, c'est l'enjeu individuel. L'enjeu collectif, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'entreprises différentes, c'est impressionnant à quel point parfois des décideurs qui sont pas connectés à eux-mêmes peuvent créer comme dégâts. Je crois que l'enjeu pour notamment des décideurs, de faire régulièrement ce geste de retour à soi pour repartir dans l'action, il est d'être beaucoup plus à l'écoute de leurs collaborateurs, beaucoup plus en empathie et beaucoup plus bienveillant. Et pour mon dernier livre, dont Vincent a parlé à l'instant, je suis allé voir 60 décideurs dans le monde
qui ont une pratique régulière de la méditation. Et dedans, il y a des chrétiens, il y a des bouddhistes, il y a des athées, il y a toutes sortes de croyances religieuses. Et j'étais frappé, vraiment frappé par le fait que beaucoup d'entre eux m'ont dit, au bout d'un certain temps de notre pratique, on s'est senti justement beaucoup plus à l'écoute. On était beaucoup plus dans la relation, on avait des relations plus profondes, plus nourrissantes avec les gens. Donc ça, c'est l'enjeu collectif, qu'on sorte de cette folie collective d'entreprise ou d'équipe qui dysfonctionne gravement du point de vue humain. Et puis l'enjeu sociétal, c'est celui qui personnellement me tient le plus à cœur, c'est que là aussi, c'est parmi les décideurs que j'ai rencontrés, ceux qui vraiment s'attachent à incorporer dans leur quotidien une forme de pratique de sagesse, eh bien, ils vont de moins en moins envisager de continuer le business as usual. Ils vont prendre du recul, ils vont commencer à se poser des questions fondamentales comme c'est quoi mon rôle dans la société, c'est quoi le rôle que j'ai en tant que décideur, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à la société. Et moi, en tant qu'entrepreneur, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Ça fait à peu près 15 ans que je médite tous les matins. Et au bout de quelques années, j'ai vraiment senti ce questionnement qui montait à la surface et j'étais pris dans l'action. Mais en même temps, souvent, je me disais, mais est-ce qu'il n'y a pas une voie pour toi où tu vas apporter encore, où tu vas contribuer encore plus à la société? Et c'est comme ça que j'ai fini par, en fait, par revendre ma société en Asie pour revenir en France et partir sur un nouveau projet entrepreneurial dont je vous parlerai juste à la fin. Donc voilà, enjeu individuel, collectif et sociétal. Alors, on peut se dire tout ça, cette sorte de pont entre sagesse et business, c'est bien beau, mais enfin bon, c'est pas forcément réaliste. Ben, moi, le matin, en fait, je suis extrêmement enthousiaste et optimiste parce que je vois plein de petites bulles. Vous savez, quand on met de l'eau à ébullition, au début, il ne se passe rien. La casserole est toujours la même. Et puis, vous avez une première petite bulle qui monte, une deuxième, une troisième. Et il y en a de plus en plus. Et c'est exactement ce que je suis en train de voir dans le monde des affaires en particulier. Je vais vous donner quelques exemples de bulles, puis vous parler d'une grosse bulle qui est, à mon avis, encore plus importante. Les petites bulles, c'est par exemple, juste quelques exemples comme ça au hasard de mes rencontres. C'est la conférence Wisdom 2.0, donc Sagesse 2.0, à San Francisco, à laquelle je suis allé il y a 1 an et demi à peu près, où la plupart des dirigeants du digital américain, les patrons de LinkedIn, de Twitter et autres, venaient témoigner de leur pratique au quotidien, justement pour sortir de la vitesse digitale qui les amène en dehors d'eux-mêmes parfois, et dans la plus belle partie d'eux-mêmes. Une autre petite bulle, c'est tous ces décideurs que je rencontre suite à la publication de mes livres, qui voilà, eux-mêmes ont commencé dans leur quotidien à prendre 5, 10 minutes, un quart d'heure ici et là pour se poser, pour incorporer dans leur quotidien une pratique de sagesse, que ce soit méditation ou autre, et voir à quel point ça change les regards, ça change l'envie de travailler et le plaisir de travailler en équipe. Et voilà, en particulier, j'anime à Paris un programme qui s'appelle Méditation et Leadership avec 10, 11, 12 leaders qui se réunissent tous les mois, une soirée, pour parler de leur expérience, leur envie de renforcer leur pratique, mais aussi de donner plus de sens et d'impact à leur action. Et je peux vous assurer qu'à chaque fois, ce qui se passe, c'est magnifique. C'est vraiment une énergie de groupe et chacun repart plus fort, en fait. Et puis, voilà, en fait, je voudrais parler de beaucoup d'autres bulles, mais je peux vous assurer que ça bouge énormément en ce moment. Il y a aussi les entreprises que j'accompagne dans une démarche. Alors, on parlait de mindfulness tout à l'heure, c'est une des pratiques de sagesse, mais il y a des grandes entreprises, je ne vais pas le dire le nom maintenant, qui s'engagent en ce moment véritablement avec une intention authentique d'offrir à leurs collaborateurs l'occasion de se familiariser avec ce type de pratique. Alors, je vais juste terminer par une grosse bulle qui me tient particulièrement à cœur, qui à mon avis n'existe pas encore vraiment, et c'est... Je vous ai parlé tout à l'heure du nouveau projet entrepreneurial sur lequel je travaille, qui est la création de monastères des temps modernes, entre guillemets. Alors c'est un peu provocateur comme terme, mais de lieux de conscience entièrement laïques, à proximité des centres des affaires des grandes villes du monde, de façon à ce que les décideurs et les collaborateurs de façon générale puissent avoir de façon régulière un endroit apaisant, structurant, porteur de sens, pour prendre ce recul sur l'action, pour pratiquer une forme de pratique de sagesse qui leur convient et ensuite repartir dans l'action. Et je pense que ces lieux apaisants, structurants, porteurs de sens, ils ont existé dans l'histoire. Et ça a été des monastères bouddhistes, chrétiens ou dans d'autres traditions, mais qui ne sont pas adaptés à l'entreprise d'aujourd'hui. Aucun chef d'entreprise voudra vraiment aller emmener son équipe ou ne pourra aller emmener son équipe dans un monastère religieux. Et je pense qu'il y a un vrai besoin de ces lieux de conscience à une demi-heure, 1 heure maximum des centres des affaires des grandes villes du monde, qui serviraient de point d'acupuncture, voilà, des lieux d'innovation, des lieux
de sens et de conscience qui aiderait les décideurs dans leur mission difficile au quotidien. Voilà, donc j'ai eu la chance de faire la connaissance d'un homme d'affaires belge qui a une longue expérience dans le domaine, qui est passionné par ce projet. Donc, d'ailleurs, s'il y a parmi vous des gens qui sont intéressés pour apporter leur pierre à l'édifice, moi je vois un peu ça comme un chantier, comme les chantiers des cathédrales. Je ne sais même pas ce que je verrai avant ma mort de ce chantier, mais peu importe. Je sais que l'édifice va prendre dans la terre. Voilà, donc ceux qui veulent en savoir plus, l'avantage, parfois à la fin des conférences, j'ai pas le temps de parler avec tout le monde, malheureusement. Donc là, c'est la beauté d'aujourd'hui. Si vous voulez qu'on se parle, on aura le temps, c'est ça l'avantage. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, juste pour terminer, parce qu'on parle ici de oser la révolution. Quand les organisateurs m'ont invité, je me suis dit, c'est fantastique, j'adore le mot oser, j'adore l'audace, j'adore la révolution aussi. Et je me suis dit, j'ai une petite phrase qui m'a trotté dans la tête, qui est, dans un monde de dingue, la sagesse est révolutionnaire. Et je pense que dans ce sursaut, dans cette révolution à laquelle ce forum appelle, la sagesse a son rôle à jouer, à condition de l'avoir avec un œil nouveau, pas comme un œil pépère, pesant, avec un œil pépère, pesant, retiré du monde, mais avec un œil pétillant, innovant. Et j'ai eu la chance de rencontrer des sages dans ma vie, et j'oublierai pas le regard pétillant, le regard frais sur la vie et l'énergie qu'on peut y trouver. Donc voilà, vive la révolution et vive la sagesse qui révolutionne les regards. Merci d'être là, et puis à bientôt alors. Merci Vincent. Merci Sébastien. Donc petite rencontre prévue avec toi sur le stand des rôles derrière. Pour